Internet, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extrêmement médiatisée aux États-Unis. Je pense que c'est l'une des histoires les plus connues, comme l'affaire de O.J. Simpson, comme l'affaire de Casey Anthony. Ok, c'est vraiment une histoire que tout le monde en a parlé, ça a été très controversé. Et c'est super intéressant. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Moi, j'ai adoré faire les recherches pour cette histoire. Restez là. Je vais commencer par vous parler de Jodi Arias. C'est une jeune fille qui est née dans les années 80 en Californie. C'était l'aînée d'une famille de 4 enfants. C'est une jeune fille très belle et super intelligente. À l'âge de 17 ans, elle est partie de la maison pour aller vivre chez un petit ami. Elle était quand même indépendante, débrouillarde. Comme vous pouvez voir, c'était une adolescente assez rebelle, mais elle recherchait à tout prix d'être indépendante financièrement. Donc je pense que c'était comme à sa faveur d'être aussi rebelle. Depuis ses 18 ans que Jodi a plusieurs petits emplois comme random un peu. Elle n'a pas beaucoup d'éducation, donc elle trouvait des emplois serveuses, travaillait dans un magasin et tout. À l'âge de 27 ans, elle a décidé de déménager en Arizona parce qu'elle avait rencontré un homme dans la ville de Mesa. Et là, Jodi a bien vite commencé à sortir avec un homme du nom de Travis Alexander, qui est un homme qui est vraiment gentil, un beau garçon aussi, mais il n'a pas eu facile du tout en grandissant. Il a eu de la difficulté à devenir ce qu'il était. Ses deux parents étaient des toxicomanes, donc à l'âge de 11 ans, il a dû déménager chez ses grands-parents qui l'ont élevé. Travis avait un emploi de vendeur et il faisait beaucoup de conférences. Jodi et Travis se sont rencontrés en 2006 justement dans une conférence à Las Vegas et ça a été tout de suite le coup de foudre. Et on le voit là qu'ils s'aiment beaucoup. Par contre, il y avait un petit détail. Travis était mormon et lui, sa religion, ses croyances, c'était extrêmement important pour lui. Il se voyait pas sortir avec une fille qui faisait pas partie de sa religion. Donc, Jodi s'est fait baptiser dans la même église que Travis pour lui, là, pour sortir avec lui. Donc, ils ont commencé à se fréquenter officiellement en février 2007. Comme j'ai dit, ils s'aimaient beaucoup, mais leur relation était pas géniale. Ils se disputaient très fréquemment. Même qu'une fois, la mère de Jodi, Sandy, dû partir de la Californie et se rendre en Arizona en voiture pour l'aider à déménager parce que c'est une situation d'urgence. Jodi voulait partir de la maison. Et là, quand Sandy est arrivée chez Jodi, ils s'étaient réconciliés et elle a dit « Regarde, c'est beau, j'ai plus besoin de toi ». Finalement, en mars 2007, donc juste un mois après avoir commencé à se fréquenter, Jodi est allée en Californie vivre chez ses grands-parents parce qu'il y avait des problèmes dans son couple. On se transporte un an après, le 9 juin 2008. Ça fait plusieurs jours que Travis donne pas de nouvelles à ses amis, à ses meilleurs amis. Là, il commence à s'inquiéter. Est-ce que tu as parlé à Travis? Non, moi non plus, j'ai pas de nouvelles, il répond pas à mes appels, qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont décidé de se rendre chez lui. Ils sont entrés dans la maison. Et ils ont trouvé Travis mort dans la douche. Il y avait un bain de sang, c'était horrible. Il avait reçu de 27 à 29 coups de poignard. Sa gorge était complètement tranchée et il avait une balle logée dans la tête. Il y avait des blessures partout aux mains, donc on voit qu'il s'était clairement battu pour survivre. Dès qu'ils ont vu ça, les amis ont appelé tout de suite le 911 et dès le premier appel, ils ont eu des doutes sur Jodi. Ils ont commencé à parler de Jodi comme de quoi qu'elle le stalkait, qu'elle avait son mot de passe Facebook, donc elle entrait toujours voir ses conversations. Ils ont même compté un épisode où Jodi avait crevé les pneus de Travis. Donc c'était clairement une folle furieuse. Donc les policiers se sont tout de suite intéressés à la fameuse Jodi Arias. Oh my God. 911 emergency. Hello. Hi, so what's going on? He's dead. He's in his bedroom. Okay. In the shower. Okay. How did this happen? Do you have any idea? No, we have no idea. Everyone's been wondering about him for well, a few days. She said that there was blood. So is it coming from his head? Did he cut No, his wrist? it's all over the place. Has he been threatened by anyone recently? Yes, he has. Okay. He has an ex-girlfriend that's been bothering him and following him and slashing tires and things like that.
And do you know if he's ever reported it to the police? Her name is Jody. I don't know if he's ever reported. Hold on. En fait, tout a commencé au début de l'année 2008. Travis avait prévu d'amener Jody dans son voyage d'affaires à Cancun qui allait se passer en juin 2008. En avril, Travis a fait une demande à la compagnie aérienne de changer le nom de la fille sur son billet d'avion. Donc, il prévoyait partir avec une autre fille que Jody parce que leur relation s'était malheureusement terminée. Il faut savoir aussi qu'un peu plus tôt, le 28 mai 2008, Jody habitait alors chez ses grands-parents en Californie et ils se sont fait cambrioler. Il y a quelques objets qui sont disparus, dont un pistolet automatique. Aussi, les balles de ce fameux pistolet se sont retrouvées dans le crâne de Travis. Une semaine avant la découverte du corps de Travis, donc le 2 juin, Jody aurait appelé Travis 4 fois de suite entre 1h et 3h du matin. Par contre, l'appel ne se rendait jamais, donc ça raccrochait comme avant qu'il se rende. À 3h du matin, Travis a appelé Jody 2 fois. Le premier appel a duré 18 minutes et le deuxième appel a duré 41 minutes. À 4h du matin, Jody a rappelé Travis et l'appel aura duré 3 minutes. Donc là, on voit que quelque chose qui se trame. Je pense pas que ça soit une conversation heureuse s'il y a autant d'appels, surtout aux petites heures du matin, surtout si l'appel dure 40 minutes. À 8h04 du matin, Jody a loué une voiture pour partir de la Californie et elle s'est rendue en Utah pour visiter des amis. Le soir du 4 juin, Travis a manqué un appel conférence très important. Et ce n'était pas du tout dans ses habitudes de manquer un appel important comme ça. Son emploi lui tenait énormément à cœur. Comme je dis, je pense entre le 3 et 4 juin, il y a quelque chose qui s'est passé. Le 5 juin, Jody a rencontré un de ses amis en Utah nommé Ryan Burns et lui a remarqué qu'elle avait des coupures sur les mains et elle a changé ses cheveux de blond patine à brun. Le 6 juin, Jody a quitté son hôtel de Salt Lake City en Utah et elle est retournée en Californie. Là-bas, elle a appelé Travis à plusieurs reprises. Elle a même laissé des messages vocaux. Même qu'elle serait entrée dans la boîte vocale de Travis pour écouter les messages qu'il avait. C'est un peu creepy, mais je pense qu'elle avait l'habitude de faire des choses comme ça, là, très stalkers. Là, je sais que c'est plusieurs dates, mais je veux vous dépeindre le timeline là, pour que vous puissiez me donner votre propre avis. Le 7 juin, Jody était maintenant en Californie. Elle a retourné sa voiture à l'agence. Il manquait les tapis d'auto et il y avait quelques gouttes de sang dans la voiture. C'est le 9 juin qu'on a finalement retrouvé Travis. En fouillant la maison de Travis, on a retrouvé une caméra digitale neuve. Et elle avait été mise dans la machine à laver pour, j'imagine, l'endommager. On a quand même réussi à voir les images que la caméra contenait. Et là, on voit Jody et Travis qui font des poses assez sexuelles. Les photos dataient du 4 juin. La dernière photo est extrêmement troublante. On voit Travis dans la douche. La photo a été prise à 17h29 et c'est la dernière photo qu'on aura vue de Travis alors qu'il était encore vivant. Dans les photos suivantes, on voit Travis qui saigne énormément et il est couché sur le sol de la salle de bain. Une trace de main ensanglantée a été retrouvée dans le couloir et elle contenait l'ADN de Jody et Travis. Donc là, vous direz, c'est où le mystère? C'est clairement Jody qui a fait ça. Pourquoi on se questionne? Mais quand Jody s'est fait arrêter, elle avait une version différente des faits. La première fois qu'elle s'est fait interroger, elle a dit « C'est pas moi qui ai fait le meurtre, c'est clairement pas moi parce que j'étais en Arizona le jour de la mort de Travis. » Elle dit même qu'elle n'avait pas vu Travis depuis mars 2007, donc un an avant. Là, les policiers la croyaient clairement pas. Donc, elle a changé sa version des faits. Elle a dit que le jour du 4 juin, elle était bel et bien chez Travis. Les deux étaient ensemble et il y a deux intrus qui sont entrés dans la maison de Travis. Ils ont attaqué Jody et ils ont tué Travis. He was like on his knees like this, doing something like this or something like, I don't know. And I was like, are you okay? What's going on? What's going on? He's like, go get help, go get help. And I said, okay. And I turned around, there were two people there. One was a guy and one was a girl. Elle a dit qu'elle s'était enfuie de la maison en courant et elle était claire là, sur les faits qu'elle n'avait pas tué Travis. Les témoignages qu'elle donne, c'est tellement dérangeant parce que toutes les versions qu'elle donne sont toujours différentes. C'est une menteuse. I don't think I was out very long, but when I came to, Travis was on all fours on the tile and he was, well, I say all fours, but one of his hands was actually holding his head.
And that's another version of the events that occurred on June 4th of 2008, correct? Yes. Ça n'a aucun sens. Elle dit que les intrus, c'était un homme et une femme, qu'elle aurait tiré sur la femme avant de s'enfuir en courant. Évidemment, il y a quelque chose qui marche pas. Sont où les traces d'ADN de ces deux personnes-là? Pourquoi elle n'a pas appelé la police quand elle s'est enfuie? C'est des bonnes questions qui font que son histoire n'a aucun sens. Jodi s'est fait officiellement arrêter le 9 juillet par un jury d'accusation. Et elle a dit « Je suis non coupable du meurtre de Travis Alexander. Je maintiens ma version que ce sont des intrus qui l'ont tué. » I don't believe that I'm going to be convicted. I don't think that I'm going to spend one day in prison. Après 2 ans, elle a enfin avoué une autre version des faits. Elle a dit qu'elle a bel et bien tué Travis, mais c'est parce qu'il était extrêmement violent envers elle et c'était en fait de l'autodéfense tout simplement. Would you agree that you're the person who actually slit Mr. Alexander's throat from ear to ear? Yes. Jodi Arias killed Travis Alexander. There is no question about it. The $1 million question is what would have forced her to do it. Elle dit qu'ils ont pris leur douche ensemble et qu'il est devenu très agressif, très violent. C'est pourquoi elle a décidé de le tuer. Elle dit qu'elle se rappelle pas beaucoup de ce qu'elle a fait parce qu'elle fait de l'amnésie suite à l'incident parce qu'elle aurait un syndrome post-traumatique. Puis là, en même temps, tu te demandes pourquoi tu as changé ta version des faits autant de fois. Si depuis le début, c'était de l'autodéfense, c'est assez facile à débattre en cours. He called me a bitch and he kicked me in the ribs. Why did you call the police? I would have never called the police on Travis. I was loyal to him. Et là, on est face à un dilemme éthique. Si elle a vraiment tué son petit ami, qui était violent avec elle, pour de l'autodéfense, pourquoi on la mettrait en prison? Mais en même temps, c'est vraiment louche parce que si c'était du self-defense, pourquoi elle a essayé de couvrir le meurtre et de faire passer ça avec des intrus et tout? Pourquoi ne pas appeler la police? Pourquoi mentir aux médias pendant 2 ans? Pour moi, c'est une personne coupable. C'est un procès qui a été tellement controversé justement à cause de tous ces mensonges. C'est un dilemme éthique. Est-ce qu'on la croit ou non? Si oui, où sont les preuves? C'est pourquoi c'est tellement intéressant cette histoire-là. Et là, Jodi a commencé à parler contre Travis. Elle dit qu'une fois, elle l'a poussé en bas du lit, qu'elle se serait cassé le doigt, mais elle l'a jamais reporté à la police. Étonnamment, dans tout l'entourage de Travis, il y a personne qui savait que c'était un homme violent qui battait sa petite amie. Là, Jodi a dit oui, je me suis fait battre par lui, puis elle a aussi dit qu'elle s'était fait battre par son père. Là, c'est vraiment une mythomane. Ensuite, Jodi a dit un gros secret de sa relation. Elle dit qu'elle avait déjà surpris Travis en train de regarder des photos de petits garçons en sous-vêtements et qu'il se masturbait avec ces photos. Donc là, Travis est maintenant rendu un pédophile selon Jodi Arias. Là, on s'est retourné vers Jodi et on a déterminé qu'elle avait probablement un trouble de la personnalité pour faire tous ces actes, tous ces mensonges, et qu'elle avait une obsession malsaine envers Travis, son petit ami, et c'est ce qui l'aurait poussé à commettre ce meurtre. Le procès a commencé le 2 janvier et le prosécuteur voulait la peine de mort contre Jodi, rien de moins. Il y a des révélations des amis qui sont entrées en cours. Il paraît que quelques jours avant sa mort, Travis a dit à ses amis que Jodi, c'était une sociopathe. Il dit que c'était la pire chose qui lui était arrivée de connaître cette femme et qu'il avait peur d'elle. Le 7 mai 2013, après 15 heures de délibération du jury, on a déterminé que Jodi Arias était coupable de meurtre au premier degré. The State of Arizona versus Jodi Ann Arias, verdict, count 1. We, the jury, duly impaneled and sworn, in the above entitled action, upon our oaths, do find the defendant as to count 1, first-degree murder, guilty. 5 jurors find premeditated, 0 find felony murder, 7 find both premeditated and felony. Signed, 4-person. Is this your true verdict, so say you want it all? Le 15 mai, on a jugé que Jodi était admissible à la peine de mort. Ce sera la première femme à être exécutée dans cet état depuis 1930. Le 13 avril, 1 an plus tard, on a changé la sentence de Jodi. Elle est condamnée en prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. C'est vraiment une histoire chamboulante. Je pense que ça a été plus intéressant de la suivre live avec... tout ça était médiatisé à fond. J'imagine être dans le bain de l'action. C'est triste, il y a un homme qui a perdu sa vie, mais ça reste quand même un procès super intéressant. Finalement, il y a eu une justice très appropriée pour Travis. Il y a comme une théorie derrière ça qui est intéressante.
ben pas une théorie, mais c'est juste une drôle de coïncidence. Toutes les photos de Travis Alexander avant sa mort ressemblent énormément à une scène du film Psycho. Regardez ça. Ça, ces photos-là, ça me donne tellement froid dans le dos parce que tu vois carrément le meurtre. Tu vois que Jodi aura été la dernière personne que Travis aura vue avant sa mort. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Et sinon, n'oubliez surtout pas de barrer vos portes ou de ne pas sortir avec des fous furieux, évidemment. Over and out. You're crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night, scratches all down my back to keep me right on. Hey, you're crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it when I dream. I'm doing you all night, scratches all down my back to keep me right on.